La translation de vecteur AB a pour origine le point A et pour extrémité le point B. On le voit bien ici. Le point D étant l'image du point C par la translation de vecteur AB, on construit le vecteur CD tel qu'il est égal au vecteur AB, tout simplement. Voilà, on construit le vecteur CD tel qu'il est égal au vecteur AB. Je l'ai dit, le vecteur AB a pour origine le point A et pour extrémité le point B. La translation du vecteur AB est la translation qui transforme le point A en le point B. Donc si on veut par exemple construire le point M', image du point M par la translation du vecteur AB, on le construit tel que le vecteur MM' est égal au vecteur de translation, autrement dit tel que le vecteur MM' est égal au vecteur AB. Donc, on est bien d'accord, pour construire le point M', image du point M, par la translation de vecteur AB, on construit le point M' tel que le vecteur MM' est égal au vecteur AB. On a vu comment on peut représenter des vecteurs opposés. Des vecteurs opposés sont portés par des droites parallèles. Leur orientation n'est pas la même, enfin, ils ne sont pas orientés de la même manière, et leurs normes, ils ont la même norme. Donc vecteurs opposés, même norme, portés par des droites parallèles ou par la même droite, orientation opposée. En revanche, deux vecteurs égaux ont les mêmes caractéristiques, ils ont la même direction, donc ils sont portés par des droites parallèles ou par la même droite. Ils ont la même norme et ils ont la même orientation. Alors, on a vu un exercice intéressant. Il fallait dans cet exercice donc placer le point D, image du point C par la translation qui transforme A en B, c'est-à-dire par la translation de vecteur AB. Alors on a la figure ci-contre avec les points A, B, E, H et C qui nous sont donnés au départ. Donc on va entourer les points qui nous sont donnés au départ. Le point A, le point B, le point E, le point H et le point C sont donnés dès le départ. Tous les autres points, on a dû les construire. Donc placer le point D, image du point C par la translation qui transforme A en B, c'est-à-dire par la translation de vecteur AB. Donc c'est écrire ceci, le point D, puisqu'il est l'image du point C, il est placé devant, ici. Il est l'image du point C et on passe par la translation de vecteur AB. Donc cela signifie que le vecteur AB est égal au vecteur CD. Donc il faut construire le point D tel que le vecteur AB soit égal au vecteur CD. Eh bien c'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on a fait ici. C'est ce qu'on a fait ici. Ici, on a construit le point D, ici, tel que le vecteur CD soit égal au vecteur AB. Et pour construire le vecteur CD tel qu'il est égal au vecteur AB, on peut regarder les caractéristiques du vecteur AB sur les abscisses et sur les ordonnées. On a vu que sur les abscisses, le vecteur AB fait plus 6 et sur les ordonnées, il fait plus 2. Donc, plus 6 plus 2, à partir du point C, ça permet d'obtenir le point D. Plus 6 par rapport à l'axe horizontal et plus 2 par rapport à l'axe vertical. On demande ensuite de placer le point F, image du point E, par la translation de vecteur AB. Alors le point F, image du point E par la translation de vecteur AB, ça veut dire que si je prends cette flèche, le point F étant l'image est toujours à droite. Le point F c'est l'image, donc l'image est à droite. Image de quel point? Image du point E. Par quelle translation? Par la translation de vecteur AB.
Cela signifie quoi? Ben, cela signifie que le vecteur de translation AB, ou plutôt, cela signifie que le vecteur EF est égal au vecteur AB de translation. Donc, je dois construire le vecteur EF tel qu'il est égal au vecteur AB. C'est ce qu'on a fait ici. Le vecteur EF ici est égal au vecteur AB ici. Voilà. Et de cette façon, on obtient le point F. Ensuite, on nous demande de placer, en dernière question, on nous demande de placer le point G tel que le point G a pour image le point H par la translation de vecteur AB. Alors ici, il faut bien penser que le point G a pour image le point H. Donc, il faut déjà par rapport... Alors, quel est le point image? L'image se retrouve toujours à droite de la flèche. Le point G a pour image le point H. Ça veut dire que le point H est l'image du point G. Le point H est l'image, donc H est à droite. Et l'image de quel point? Du point G. Par quelle translation? Par la translation de vecteur AB. Ce qui veut dire que le vecteur GH est égal au vecteur AB. Donc, il faut construire le point G tel que le vecteur GH est égal au vecteur AB. Le point H étant le point d'arrivée, le point G étant le point de départ que nous recherchons, on doit donc aller chercher ce point G de départ qu'on n'a pas. Et on peut utiliser les coordonnées opposées à celles du vecteur AB. Donc, au lieu de faire plus 6 plus 2, on fera moins 6 moins 2. Alors, on peut faire moins 6, à partir du point H, on fait moins 6, donc moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 5, moins 6. Et puis moins 2, 1, moins 2. Et on tombe au point G, qui est donc l'origine du vecteur GH. Voilà, dans tous les cas, on construit le vecteur GH tel qu'il est égal au vecteur AB. Et c'est le cas, car si on regarde bien, le vecteur GH, le point G qui est ici, il a été construit tel que le vecteur GH qui est ici est égal au vecteur AB représenté ici. Voilà, quand deux vecteurs sont égaux, ça se voit très bien, hein, car ils ont les mêmes caractéristiques. Donc voilà tout ce qu'il fallait faire dans cet exercice. Question numéro 22. Quelle est l'image de l'hexagone 6 par la translation qui transforme C en A? Donc déjà, on va repérer la translation qui transforme C en A. La translation qui transforme C en A, c'est quelle translation? C'est la translation de vecteur CA. Très bien. C'est bien la translation de vecteur CA qui transforme le point C en le point A. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Donc, on recherche l'image de l'hexagone 6 par la translation qui transforme C en A. Commençons par repérer tous les points de l'hexagone 6. On va tous les marquer de la couleur verte. Tous les points de l'hexagone 6 sont là. Alors, il y a ce point, il y a ce point, celui-ci, celui-ci, celui-ci et celui-ci. D'accord? Oui. Donc, une fois que tous les points de l'hexagone 6 sont repérés, on va aller rechercher les images de chaque point de l'hexagone 6. D'accord? Donc, Oui. les images de chaque point, on va aller rechercher l'image de ce point, de l'image du point qui est ici, là. C'est le point qui est ici. D'accord? L'image du point qui est ici, c'est le point qui est ici. Là où il y a la flèche, hein. Là où il y a la flèche, ce sont des points hein, d'arrivée. Hein. Si je pars de ce point pour reproduire le vecteur CA, j'arrive ici. Si je pars de ce point pour reproduire le vecteur CA, j'arrive ici. En partant du point B pour reproduire le vecteur CA, on arrive sur ce point-ci. Et enfin, en partant de ce point-ci pour reproduire le vecteur CA, on arrive ici. Donc, partout où on a où les vecteurs, sur les extrémités de chaque vecteur, on a reproduit les points images. Et ces points images, on va les marquer de la couleur jaune.
Alors, on a trouvé ce point, ce point, ce point, celui-ci qui se confond avec le vert, celui-ci qui se confond avec le vert et celui-ci. Donc, on est bien d'accord que on retrouve l'hexagone 10. Donc, l'image de l'hexagone 6 par la translation qui transforme C en A, c'est l'hexagone 10. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Voilà. « 23. Quelle est l'image? Alors, quelle est l'image de l'hexagone 5 par la translation qui transforme F en D? Bon, déjà, on va repérer. Alors, la translation qui transforme F en D, c'est la translation de vecteur. FD. C'est la translation de vecteur FD que nous avons ici. C'est bien la translation de vecteur FD qui transforme le point F en le point D. Et là, on recherche l'image de l'hexagone 5. Donc, on va déjà placer tous les points de l'hexagone 5. Ils sont tous là. Ce point-ci, celui-là. Hein, tous les sommets de l'hexagone 5, les voici. Voilà. Ensuite, il faut reproduire leurs images par la translation de vecteur FD. Alors, on va reproduire leurs images par la translation de vecteur FD. Donc, le point qui est ici a pour image le point qui est ici, hein, au niveau de la flèche. Celui qui est ici a pour image le point qui est ici. Le point qui est ici a pour image le point qui est ici. Alors, tu remarques bien qu'on reproduit tout simplement le vecteur FD à partir de chaque point de l'hexagone 5. C'est ça la méthode. Ici, ce point a pour image celui-là. Alors, le point vert qui est ici, on le sait, son image, c'est le point vert qui est là. Et le point qui est ici, son image est ici. Alors, on obtient les points jaunes suivants. On obtient les points jaunes suivants. Partout où on a des flèches, hein, donc on obtient ce point, ce point, ce point, celui-ci, celui-là hein, qui se confond avec le vert, celui-là également qui se confond avec le vert. Donc on peut dire ici que l'image de l'hexagone 5 par la translation qui transforme le point F en le point D, autrement dit par la translation de vecteur FD, est bien l'hexagone 1. D'accord? Donc la bonne réponse ici, c'est bien sûr l'hexagone 1. Voilà. Donc, on est bien d'accord. Je reprends. Pour rechercher l'image de l'hexagone 2 par la rotation de centre I et d'angle 180 degrés, on doit, par exemple, aller rechercher l'image du point qui est ici, qu'on va appeler le point K. On va par exemple rechercher l'image du point K. L'image du point K, c'est le point K' qui est ici. D'accord? Tel que la distance IK est égale à la distance IK', et c'est vrai, hein, si on regarde la distance IK, elle est égale à la distance IK'. Et il y a une deuxième condition, c'est que l'angle KIK', alors c'est KIK', hein, c'est pas I', c'est KIK', l'angle KIK', d'accord, doit être égal à 180 degrés, et c'est bien le cas, hein, puisqu'on voit bien que l'angle KIK', hein, on voit bien, il fait bien 180 degrés, d'accord. Donc voilà, et puis les deux distances qui sont là sont égales. Voilà la condition pour construire le point K', image du point K par la rotation de centre I et d'angle de 180 degrés. Donc je remets les bandes couleurs. On avait dit que l'hexagone 2, on marquerait de la couleur bleue. Alors, on le fait. Et que l'hexagone image, on le marquerait de la couleur jaune. C'est fait. Alors bonjour Kylian. Bonjour. Donc on finit avec ça et ensuite on va passer sur un autre thème. Donc du coup,
Du coup, si je veux construire l'image du point, par exemple, l'image du point qui est ici de l'hexagone 2, d'accord? Si j'appelle ce point le point L de l'hexagone 2, je veux construire son image L'. Eh bien, il faut que je construise la droite en fait LI, que je construise la demi-droite LI, plus précisément à la demi-droite LI, et le point image vient tomber précisément ici. Le point image, le point L', image du point L tombe ici. Voilà. Et il tombe ici tel que la distance IL, hein, telle que la distance IL est égale à la distance IL'. Et en plus, on a une double condition, c'est que l'angle LIL' est égal à 180 degrés. Donc voilà les deux conditions qui permettent de construire le point L', image du point L par la rotation de centre I et d'angle 180 degrés. Donc à ce stade, on peut même déjà deviner que l'image de l'hexagone 2 par la rotation de centre I et d'angle 180 degrés, on peut déjà imaginer que ça sera l'hexagone 9. Alors si on veut, on peut construire les images d'autres points, mais à ce stade, on peut déjà voir que ça sera l'hexagone 9. Alors allons-y chercher l'image d'un dernier point. Alors l'image de ce point, celui-ci, l'image de ce point que je vais appeler M, c'est le point M' qui se trouve ici, que je vais marquer en jaune. Voilà, c'est le point M' qui se trouve ici. Et pourquoi? Parce que si l'on regarde bien la figure, l'image du point M, c'est le point M', hein, par la rotation de centre A et donc 180 degrés, tel que le point A est le milieu du segment MM', mais surtout tel que la distance MA soit égale à la distance AM', d'une part, et d'autre part, tel que l'angle géométrique MAM' soit égal à 180 degrés. En fait, il faudrait qu'on ait ces deux conditions vérifiées. D'accord? On doit avoir la distance MA qui est égale à la distance AM', ça c'est obligatoire, et d'autre part, on doit avoir l'angle MAM' qui est égal à 180 degrés. On voit bien que le point A, qui est le centre de la rotation, est toujours au milieu. D'accord? Le point A, centre de la rotation, se trouve toujours au milieu. Enfin, le point I. Donc, c'est MI, pardon, c'est MIM', hein, c'est pas MA, c'est MIM'. Donc, on recommence. On doit plutôt avoir la distance IM qui est égale à la distance IM' et l'angle MIM' qui est égal à 180 degrés. Voilà, c'est bien le point. Le point I est le centre de la rotation, un centre I. Voilà, après, si l'on veut, on peut aller construire les deux derniers points. Donc, ce point-ci, par la rotation de centre I, son image, elle n'est pas très compliquée. Son image se trouve ici, c'est ce point-là. Tel que la distance IC est égale à la distance, alors si j'appelle ce point C', hein, image du point C, est égale à la distance IC', et tel que l'angle CIC' est égal à 180 degrés. Voilà, ces deux conditions doivent être respectées pour pouvoir construire le point C', image du point C, par la rotation de centre I et d'angle 180 degrés. Et on peut même construire le dernier point qui est ici, hein, l'image du dernier point. Ce point, je vais l'appeler le point N, je vais le nommer N, et on va aller chercher son image par cette rotation, et son image par cette rotation se trouve ici. Voilà, et on voit bien que la figure image
Alors, je vais appeler ce point le point N', hein, image du point N par la rotation de centre I et d'angle de 180 degrés. Donc, ce point N' a été construit de telle sorte que la distance IN est égale à la distance IN' et il y a une double condition, l'angle NIN' est égal à 180 degrés. Voilà, on peut constater que l'image donc de l'hexagone 2, hein, en bleu, et l'hexagone jaune qui est parfaitement repéré par la rotation de centre I et d'angle 180 degrés. Donc voilà comment on peut construire ici l'image d'une figure par une rotation. Donc, il y a quelques conditions quand même qu'il faut respecter. Donc, exercice. Alors, simplifier les fractions suivantes. Alors, pour simplifier les fractions, il faut... simplifier une fraction, c'est en fait rechercher la fraction irréductible. Hein. Et une fraction est irréductible s'il n'existe plus aucune division ou aucun diviseur commun au numérateur et au dénominateur. Alors par exemple, grand A égale moins 16 sur 24, on va rechercher les diviseurs communs à 16 et à 24. Alors pensons par exemple que 16 c'est 4 fois 4. 16 c'est 4 fois 4. 24 c'est 6 fois 4. Bon. Mais en vérité, on peut aussi penser que 16 c'est 8 fois 2. Et que 24 c'est 8 fois 3. C'est encore mieux. Parce qu'à ce moment-là, on a un diviseur beaucoup plus grand. Quand on fait 4 fois 4, 16 et 6 fois 4, 24, on a des diviseurs qui sont plus petits. Bon, c'est pas très grave de faire comme ça, mais c'est vrai que idéalement, ce sera mieux d'écrire 8 fois 2 et 8 fois 3. Bon, en tout cas, faisons comme ça vient, parce qu'en fait, c'est comme ça qu'il faut faire, en somme. On se débarrasse donc des 4 qui sont là. Donc, grand A égale, du coup, moins 4 sur 6. Sauf que 4 sur 6, on peut encore simplifier, hein, car ce sont des nombres pairs. Donc 4, on peut écrire 2 fois 2. 6, on peut écrire 2 fois 3, donc on peut se débarrasser des 2. Et qu'est-ce qu'il reste? Ben, il reste moins 2 tiers. Et là, on a la fraction irréductible. Donc, deuxième façon de faire. Voilà, on écrit que grand A égale moins 16 sur 24. Alors, un autre élève va penser que, bon, 16 c'est 8 fois 2, à juste titre. Hein. 24 c'est 8 fois 3, il a raison. Il va se débarrasser des 8, et résultat, moins 2 tiers qu'on ne peut plus simplifier. Et il a raison, il arrive aussi à la bonne réponse. Sauf que lui, il est plus rapide. Il est plus rapide, pourquoi? Parce que il a recherché en fait, ou plutôt il a mis en évidence le plus grand diviseur commun à 16 et 24. Voilà. Mais si on part, si on ne part pas, si on ne trouve pas immédiatement le plus grand diviseur, c'est pas grave. Vous avez vu, dans le premier cas de figure, on n'a pas trouvé immédiatement le plus grand diviseur. Bon, mais ça ne nous a pas empêché de continuer. Bon, mais idéalement, c'est le plus grand diviseur qui nous intéresse immédiatement, si on peut le voir tout de suite. Alors, grand B. Grand B, on a la fraction suivante à simplifier, 12 sur moins 42. Alors, si vous avez des choses que vous n'avez pas comprises, vous pouvez poser des questions.
Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a dérangé dans la fraction qu'on vient de simplifier? Non. Non. Très bien, donc grand B égale. Donc le moins qui est ici, le moins qu'on a au dénominateur là, on peut le mettre devant. Et donc ça nous fait 12 sur 42. Bah oui, pensez que quand on écrit par exemple A sur moins B, bah, c'est la même chose que moins A sur B. On peut remonter le moins. C'est encore la même chose que moins A sur B. D'accord? Donc n'hésitez pas à déplacer le moins, hein, par exemple pour le ranger de cette façon-là, qui est beaucoup plus intéressante que de le laisser ici, hein, bien entendu. C'est mieux de le déplacer ici le moins. Bon. Du coup, grand B égale moins, alors 12, il faut rechercher le plus grand diviseur commun des nombres 12 et 42. Alors 12, c'est par exemple 6 fois 2. 6 fois 2, 12. 42, est-ce que 42 est dans la table de 6? La réponse c'est oui. Alors 6 fois 7, 42. Alors pourquoi pas faire 6 fois 2, 12 et 6 fois 7, 42? À ce moment-là, on se débarrasse des 6. Et le résultat, c'est moins 2 septièmes. Alors évidemment, pour simplifier les fractions, il faut bien connaître ces tables de multiplication. Ah oui, il faut bien connaître ces tables de multiplication. Alors vous allez me dire, oui, mais comment j'ai fait pour savoir que c'est 6? Bah, écoutez, 12 c'est 6 fois 2. Bon, vous allez me dire que 12 c'est aussi 4 fois 3, oui. Mais alors, si je prends le plus grand des 4, là, parce qu'on en a 4, là, on a 6, on a 2, on a 4 et on a 3. Alors on va essayer avec le plus grand. Si je prends le plus grand 6, est-ce que 6 est dans la table est-ce que 42 est dans la table de 6? On peut se poser la question. La réponse est oui, 6 fois 7, 42. Voilà. Donc, on ferait avec 6. Donc, on ne choisit pas 6 par hasard, hein. Alors ensuite, on peut aussi utiliser la décomposition. On peut utiliser la décomposition en facteur premier. À ce moment-là, on peut par exemple tenter de simplifier la fraction suivante. Grand R égale 84 sur 126. Alors l'idéal ici, c'est de décomposer en facteur premier. Donc commençons déjà par rechercher les nombres premiers, enfin du moins la liste des premiers nombres premiers. On va dire par exemple la liste des 10 premiers nombres premiers. Car comme on veut décomposer en facteur premier, il nous faut connaître les nombres premiers. Un nombre premier est un nombre qui est divisible par lui-même et par 1. Par exemple, 2 est un nombre premier, car 2 est divisible par 2 et par 1. 5 est un nombre premier, car 5 est divisible par 5 et par 1. Autrement dit, 5 est divisible par lui-même et par 1. Un nombre qui n'est pas premier, c'est par exemple 6. 6 n'est pas premier parce que bien que 6 soit divisible par lui-même, c'est-à-dire par 6 et par 1, il est aussi divisible par 2 et par 3. Donc, il n'est pas premier. Donc, on est bien d'accord, un nombre premier est un nombre qui n'est divisible que par lui-même et par 1.
Donc, si l'on veut décomposer les nombres 84 et 126, on doit utiliser comme diviseur des nombres premiers. Donc, la liste des premiers nombres premiers est la suivante. On a par exemple 2. On a 3. 4, non, parce que 4 est divisible par 4 et par 1, mais surtout, il est aussi divisible par 2. Donc 4 n'est pas un nombre premier. Donc 5, c'est un nombre premier car 5 n'est divisible que par 5 et par 1. 6 n'est pas un nombre premier car 6, bien qu'il soit divisible par 6, c'est-à-dire par lui-même, et par 1, il est aussi divisible par d'autres nombres, comme par exemple 3 ou 2. Donc 6 n'est pas un nombre premier. 7 est un nombre premier car 7 n'est divisible que par 7 et par 1. 7 ne peut pas être divisible par un autre nombre autre que lui-même et 1. 8 n'est pas un nombre premier. 9 non plus. 9 est dans la table de 3. 10 n'est pas un nombre premier. 10 est dans la table de 2. Il est dans la table de 5. 11 c'est un nombre premier car 11 ne peut être divisible que par lui-même et par 1. 12 n'est pas premier, 12 est dans la table de 3, 12 est dans la table de 4, 12 est même dans la table de 6. 13 est un nombre premier, 14 n'est pas premier, 15 n'est pas premier car 15 est dans la table de 5. 16 n'est pas premier, c'est un nombre pair. De façon générale, tous les nombres pairs, sauf 2, ne sont pas des nombres premiers. Tous les nombres pairs ne sont pas premiers. Car les nombres pairs sont toujours divisibles par 2. Donc, du coup, on peut déjà éliminer tous les nombres pairs de la liste des nombres premiers. Le seul nombre pair premier, c'est 2. Il existe une infinité de nombres premiers. Et tous les nombres pairs, excepté le nombre 2, ne sont pas premiers. Donc, du coup, tous les nombres pairs, on peut les traverser. Il n'y en a pas. C'est pas la peine d'en chercher, il n'y en aura pas. 14, donc, c'est pas possible. 15, c'est pas possible parce que 15, c'est 5 fois 3. 16, c'est pas possible, hein, nombre pair. 17, c'est un nombre premier. 18, c'est pas possible. 19, c'est un nombre premier, car 19 est divisible que par lui-même et par 1. 20, ce n'est pas possible. 21, c'est pas possible, car 21 est dans la table de 7. 22 non plus. 23, c'est possible, car 23 est divisible seulement par lui-même et par 1. 24, non. 25, c'est pas possible. 25 est dans la table de 5. 26, c'est un nombre pair. 27, c'est pas possible car 9 fois 3, 27. 28, c'est pas possible, c'est un nombre pair. 29, c'est possible car 29 n'est divisible que par lui-même et par 1. Alors, on peut aller comme ça jusqu'à l'infini. Bon, nous, on a déjà au moins les 10 premiers nombres premiers, donc c'est bien. Eh bien, ce sont ces nombres-là qu'on va utiliser comme diviseurs pour faire ce qu'on appelle la décomposition. Quand on dit utiliser la décomposition en facteur premier, ça veut dire se servir des nombres premiers comme diviseurs. Donc, du coup, prenons 84. 84, dans la liste que nous avons ici en rouge, 84 est un nombre pair. Il est divisible par 2. Et quand on fait 84 divisé par 2, ça nous fait 42. 42 est un nombre pair. Je vous rappelle que les nombres pairs sont tous divisibles par 2. Vous avez travaillé un tout petit peu les critères de divisibilité. Tous les nombres pairs sont divisibles par 2. 42 est divisible par 2, on obtient 21. 21, c'est dans la table de 7. 21 est d'ailleurs aussi dans la table de 3. Et 7 et 3 sont des nombres premiers, alors pourquoi pas le faire? Alors, on utilisera toujours le plus grand. Le plus grand diviseur, c'est mieux, ça permettra d'aller plus vite vers de décomposer plus rapidement. Donc, on voit bien que 21 est dans la table de 3, mais aussi dans la table de 7, donc on va préférer 7. 21 divisé par 7, ça fait 3. Ensuite, 3, c'est dans la table de 3. 3 divisé par 3, c'est égal à 1. Donc, on a utilisé ce qu'on appelle ici des facteurs premiers, des nombres premiers, pour décomposer 84. Et on peut donc dire que 84 est égal à tout ce qu'on a là, c'est-à-dire 2 fois 2 fois 7 fois 3. Alors, rien ne vous empêche de prendre vos calculatrices et de vérifier
que 83, c'est bien 2 fois 2 fois 7 fois 3. Ensuite, il nous faut décomposer 126. Là aussi, on produit le facteur premier. Donc 126 est un nombre pair, donc on peut le diviser par 2. 126 divisé par 2, c'est égal à 63. 63 est dans la table de 3. 63 est dans la table de 3.